Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Nous sommes toujours dans la formation. La suite du mug qu'on avait commencé la dernière fois, souvenez-vous, on avait fait cette modélisation-là. Donc si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille de vous y référer parce qu'on va repartir tel quel de la scène. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de créer les matériaux pour obtenir ce que vous avez sous les yeux. Donc globalement, ce qu'on a dans la vraie vie. Alors, il y a une petite différence, c'est cette texture. On le verra la prochaine fois. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous faire manipuler les matériaux, de faire tout ce qui est procédural. Ça, ce n'est pas du procédural, c'est une projection de texture de façon manuelle. Donc on le verra en surcouche la prochaine fois parce que c'est vraiment une autre optique, une autre approche. Donc aujourd'hui, c'est un petit rappel sur les matériaux, comment on fait du procédural, comment on fait cette texture-là tachée, comment on va gérer tout ceci, comment on l'assigne à l'asset. Donc tout ceci, on va le voir aujourd'hui. Donc je vais repartir de la scène de la dernière fois qui ressemblait à ceci. Et là, vous remarquez qu'on n'a aucun matériel. Comment je le sais? Si je vais ici dans le Viewport Shading, voilà ce que j'ai. Un matériel blanc de base, c'est le preset par défaut de Blender. Donc la première chose à se poser, la première question, tout comme quand on commence une modélisation, on se demande quelle est la primitive qui s'approche le plus de l'asset qu'on va modéliser, là on est en question de se dire combien de matériel je vais devoir avoir. Alors là, il y a plusieurs philosophies. Moi, ce que j'aime bien, notamment vu que là vous êtes en phase d'apprentissage, c'est de me dire, on va découper mon objet en 3 sélections avec, ici, si je passe en mode édition, et que je vous affiche, hop là, l'overlay, on a une partie tac, sur l'extérieur, une partie sur le supérieur de mon objet. Alors je vais désélectionner, sinon au fur et à mesure c'est de l'additif. Vous voyez, une partie sur la partie supérieure, et tout l'intérieur. Donc en gros là, j'ai ni plus ni moins que 3 matériaux. Extérieur, le dessus, l'intérieur. Donc on peut les créer par défaut. Donc je vais aller sur ma scène, dans la partie matériel, et là je vais faire New. Je vais en créer 3. En termes de nomenclature, j'ai pour habitude de préfixer tous les types d'assets d'une scène 3D avec 3 lettres qui définissent le type de mon livrable. Donc là c'est un matériau, donc je le préfixe par mat, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Je vais l'appeler par exemple extérieur, donc pareil, dans l'industrie, on travaille très souvent en anglais, donc c'est devenu une habitude, mais vous l'appelez comme vous le souhaitez. Si la scène est uniquement pour vous et que vous n'avez pas pour but de le livrer, d'exporter pour un autre logiciel ou autre, vous pouvez l'appeler comme vous souhaitez, tant que vous y retrouvez vous-même, c'est l'essentiel. Mais si vous travaillez en équipe, pensez aux autres. Donc Material Outside, Material Inside, et on va mettre Material Up pour la partie du dessus. Pas trop inspiré sur ça, mais c'est pas très grave. J'ai mes 3 matériaux. Avant de faire l'assignation, on va d'abord faire le matériel global qui est le outside. Donc je vais aller dans le shader editor et là le but c'est de créer de manière procédurale le matériel qu'on a juste ici. Donc là c'est pareil, quand vous allez débuter, vous n'allez pas forcément savoir quelle texture procédurale de Blender utiliser pour obtenir un résultat. Donc j'ai déjà fait une vidéo qui explique un petit peu toutes les textures procédurales pour voir déjà un petit peu à quoi ça ressemble. Sachez par exemple, une statistique assez fascinante, mais avec le noise texture, je pense que vous pouvez réaliser les 3 quarts des matériaux qui vous entourent, ce qui est assez fou. Donc il y a plein d'histoires de surcouches, de mélange pour avoir quelque chose qui ne ressemble plus du tout à la texture de base. Donc avec du noise, on peut faire du bois, on peut faire de la surface de l'eau, on peut faire des montagnes, on peut faire des salissures, on peut faire des taches d'eau, on peut faire plein de trucs. Donc pour faire ceci, on va utiliser une texture qui s'appelle le Voronoi. Vous allez voir que par défaut, on n'a pas forcément de manière intuitive le fait de se dire le Voronoi va nous permettre d'obtenir ça. Donc on va un petit peu la modifier. Alors ça va pas être grand chose, mais pour obtenir le résultat qui nous intéresse. Alors je vais rajouter avec Shift-A dans mon Material Editor, avec Voronoi, un Voronoi texture, et je vais vouloir afficher ceci. Alors question qui revient très souvent dans les vidéos, c'est comment afficher directement l'état d'un nœud avec un raccourci clavier qui est CTRL, SHIFT et clic gauche sur le node. Et là automatiquement vous voyez ce qui se passe. Il prend la première entrée qui est à la distance et il le relie à la surface en bypassant tous mes anciens nodes, à savoir le Principal BSDF. Et si je veux retrouver mon Principal BSDF, je fais exactement la même action, CTRL SHIFT, clic gauche dessus, et il va relier la sortie à l'entrée du Material Output. Ok? Donc ça c'est très simple. Et là grâce à ça, vous voyez que je peux afficher mon Voronoi texture. Alors certains diront oui, mais on peut le mettre dans le base color. Là l'inconvénient, c'est que on met l'entrée dans une interprétation de Principal BSDF, donc ce n'est plus la valeur brute qu'on voit, elle est déjà un petit peu biaisée parce qu'il y a un calcul supplémentaire qui se fait. Alors que si je fais ceci, j'ai la valeur brute de sortie qui est affichée. Donc ça c'est quand même mieux. Donc là vous remarquez qu'on a ça. Pour le moment, ça ressemble pas trop à des taches noires comme on a sur le mug de base.
on va devoir un petit peu le modifier. Déjà, la première chose à faire, c'est changer l'échelle. Là, vous voyez qu'on a un pattern qui est beaucoup trop large. Donc, je vais augmenter un petit peu l'échelle, par exemple, aller à 21 à peu près. Et là, voilà ce qu'on a. Et là, si vous avez un petit peu une réflexion de comment on pourrait modifier la donnée pour passer de ceci à uniquement des petites tâches, vous voyez que déjà, on a des informations entachées ici. Mais on a d'autres informations avec des dégradés qui polluent un petit peu le visuel. Alors, on pourrait garder ça, hein, ça pourrait faire un effet sympa, une sorte de céramique, de porcelaine un petit peu brisée, pourquoi pas. Mais là, c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. Donc, si je veux changer ça, je vais devoir modifier un petit peu les valeurs en faire une sorte de clamping. Donc, le color ramp permet de faire ça. On a également le détail qui va nous permettre d'avoir des petites variations. Là, vous voyez, on va avoir des tâches très circulaires. Le détail va nous permettre d'avoir des choses un petit peu plus aléatoires. Mais là, je m'avance un petit peu. Donc, comment utiliser le color ramp? Le color ramp, petit rappel, hop là, comme ceci. C'est quelque chose, si je le mets par défaut, ça ne change absolument rien à mon interprétation. Là, j'ai juste dit à Blender, les valeurs qui étaient noires à 100% sont noires à 100%, donc rien ne change. Et les valeurs qui étaient blanches à 100% restent blanches à 100%. Moi, j'aimerais bien que toutes ces valeurs intermédiaires-là, soient un petit peu effacées. Alors là, il y a, pareil, plusieurs méthodologies. Certains préféreront passer en constante et venir changer un petit peu ceci. Donc l'avantage du constant, comme le nom l'indique, c'est que je n'ai pas d'interprétation de dégradé sur l'intégralité de ma couleur. Ce qui était noir avec un début de gris jusqu'à 0,3, on va dire, tac, est transformé à noir à 100%, et le reste est transformé à blanc à 100%. Donc toute l'ancienne interprétation de dégradé comme on avait ici, elle est coupée, elle est cut. C'est un petit peu ce qu'on appelle du clamp en interprétation d'image, c'est-à-dire qu'une image va être bridée, donc on met une sorte de seuil maximum, et là c'est exactement ce qui se passe, et en plus on vient les réajuster. Le constant, on ne l'utilise pas forcément souvent, donc on va repasser comme c'était tout à l'heure. Donc il me semble que la valeur par défaut, c'est du linéaire, voilà, comme ça, tac. Et on va jouer un petit peu avec les poignées pour obtenir quelque chose de simuler un petit peu un constant, mais le faire à la main, avec des avantages et des inconvénients, vous allez voir. Alors l'avantage du constant, c'est que j'ai juste à bouger une poignée, et ça le fait de suite. Mais j'aime bien vous faire manipuler en linéaire parce que ça va pouvoir s'appliquer à d'autres exemples. Là, le but, je vais vouloir rapprocher un petit peu les poignées pour dire en Blender, les anciennes valeurs qui étaient grises, elles sont blanches à 100%, et vous voyez qu'en décalant cette poignée-là, regardez, les petites valeurs de blanc et de gris vont petit à petit être rognées et devenir blanches à 100%. Et je vais faire pareil sur les tons très bas, très sombres. Vous voyez, là, on a encore des dégradés de gris. Ça, j'aimerais bien que ce soit converti à du noir à 100%. Donc, je vais décaler ça. Et plus je vais rapprocher mes poignées entre elles, plus vous voyez, je vais avoir le même effet que tout à l'heure. Alors, pourquoi le linéaire est intéressant? Parce que si jamais j'utilise cette texture pour faire du normal, vous voyez, par exemple, une grille ou autre, mais je vais avoir un léger dégradé quand même qui est intéressant. Parce que dans la vraie vie, si on regarde le pattern de très proche, alors vous ne pouvez pas le voir, hein, mais on a un très léger dégradé, qui est quasiment imperceptible, on est d'accord? Mais c'est quand même intéressant parce que ça, je ne peux pas le faire avec un constant. Donc je vais avoir quelque chose qui ressemble par exemple à ceci. Et là, vous voyez, j'ai quelque chose qui est assez intéressant. Petite chose quand même à prendre en compte. Là, j'ai un pattern qui est parfaitement circulaire. C'est pas très intéressant, j'aimerais bien rajouter un petit peu d'aléatoire. Donc je vais pour ceci changer le détail, juste là. Vous voyez, en augmentant un petit peu le détail, vu qu'en fait, lui derrière, il vient me déformer un petit peu les valeurs en rajoutant des valeurs de gris, vu qu'on va passer dans le color ramp, mais automatiquement, en rajoutant un petit peu de détail, ça va me faire des formes un petit peu plus aléatoires. Donc des tâches non pas parfaitement circulaires, mais plusieurs tâches mis côte à côte qui vont s'agglomérer, ouais, exactement, et qui vont créer des choses de la sorte. Et voilà ce que j'obtiens. Donc je peux toujours changer le scale si je veux plus ou moins de tâches sur ma surface. Si je veux plus de tâches mais plus espacées, je peux mettre par exemple 40 ici, et du coup j'ai juste à décaler mes poignets, hop là, pour venir rogner plus de valeur. Ça marche aussi. Libre à vous de faire ce que vous souhaitez. De toute façon, je vais vous redire un petit peu ce que j'ai dit la dernière fois. Vous pouvez tout simplement mettre sur le Discord vos créations, et si vous voulez, on regardera ça ensemble, et on regardera ça en live sur Twitch directement, comme ça vous aurez un retour en temps réel, si jamais ça vous intéresse. Donc moi, j'aimerais bien changer un petit peu ce que j'avais fait sur l'exemple de base, et vous faire quelque chose qui, par exemple, ressemble à ceci. Tac. Donc vous voyez déjà, on n'a pas exactement le même rendu. L'avantage du procédural, c'est que je peux faire à peu près ce que je veux. Donc une fois que j'ai ceci, je peux faire un petit CTRL-S. Le gros avantage, c'est que là, on a un petit peu carte blanche et philosophiquement, on peut travailler de plusieurs manières. On pourrait se dire, j'ai juste à relier ça
dans le base color, à baisser la roughness, et là ça y est, j'ai mon mug qui réfléchit la lumière, qui a du noir et blanc et qui a le pattern. Toujours dans une approche, ma philosophie en 3D, et là aussi il y a plusieurs écoles, c'est de me dire un asset, un node a une seule fonctionnalité. Un petit peu comme ça c'est un petit peu une philosophie qu'on a quand on fait du développement. Voilà, une constante, une fonctionnalité, une variable, une fonctionnalité. Sinon, on se mélange les pinceaux, pardon. On sait pas trop ce qu'on fait. Si on passe la scène à quelqu'un d'autre, c'est pas intuitif. Si on revient sur notre scène plusieurs mois après, pareil, c'est pas très intuitif. Donc, pour moi, ce color ramp, sa seule fonctionnalité en l'état, c'est de modifier le Voronoi de telle manière à brider les valeurs pour avoir un masque noir et blanc qui va me permettre de modifier certaines informations. Là, je pourrais très bien me dire, imaginons les tâches, je veux les rendre bleues, je peux prendre ici la partie qui était noire, les mettre bleues, le reste du mug, je le veux en rouge, voilà, c'est horrible, mais je pourrais avoir quelque chose qui ressemble à ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, mon color ramp, il a deux fonctionnalités, il a deux objectifs, deux buts. De un, il modifie les valeurs de base de mon Voronoi, et de deux, c'est lui qui va définir les couleurs. Ça me dérange un peu. Donc je vais faire des CTRL-Z. Moi, ma philosophie, c'est plus un node, une feature. Donc le color ramp, il est là pour brider les valeurs, et puis c'est tout, il n'est pas là pour appliquer, pour modifier de la couleur. Donc je pourrais rajouter derrière un autre color ramp, comme ceci. Non, pas un Voronoi. Hop là. Un color ramp, tac, qui lui vient changer les valeurs. Ça marcherait. Vous voyez, ça marche bien. Mais pas intuitif, deux enchaînements de color ramp, un qui va faire de la colorimétrie, un qui va changer les brides de couleurs, de valeurs de couleurs, pardon. Donc, c'est pas trop ma philosophie. Également, l'inconvénient, c'est que là, je le vois plus vraiment comme un masque, mais je le vois comme une entrée de base color. Imaginons que je veuille dire à Blender, ben là, mes tâches qui sont noires, en fait, je veux une certaine partie de métallique. Donc, je vais augmenter le métallique. Ouais, mais pas le reste. Donc, je vais devoir potentiellement utiliser cette même sortie de color ramp pour le mettre dans le métallique, pour avoir des valeurs différentes, mais auxquelles je vais devoir inverser. Bon, ça devient assez complexe. Certains aiment bien travailler comme ça. Certains également, au lieu d'avoir 3 matériaux, comme on a créé en bas, aiment bien travailler avec des masques, avec des UDIM, qui viennent masquer tout ça. Comme ça, ils ont un seul shader qui regroupe tout. Je trouve que c'est plus compliqué à comprendre, surtout vu que vous êtes en phase d'apprentissage de Blender. Quand vous allez manipuler les trucs, que vous allez être habitué, vous allez envoyer ça dans Painter ou tout mettre en texture painting, vous allez vous faire vos propres masques et tout, ce sera beaucoup plus fluide. Mais là, vu qu'on apprend, c'est plus compliqué de l'interpréter comme ça. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je veux déconnecter ceci, et là, en fait, je vais créer tout simplement un mix shader. Et le mix shader, comment il fonctionne? Hop là, il permet de mélanger deux shaders, donc ça tombe bien. Je veux une couleur je veux un shader pour la partie blanche, un shader pour la partie noire, et ceci prend en compte un masque étant un factor. Par défaut, mon factor, il est bête et méchant. Regardez, si je duplique ceci, tac, que je mets du noir et du blanc, il me le mélange. Donc si je vais à 0, c'est le premier shader qui prend, si je vais à 1, c'est uniquement le second shader qui prend. Et cette valeur-là de mélange, si je prends ma color de masque, voilà ce qui se passe. Alors, je vais les inverser, donc je vais faire ceci et ceci. Là, j'ai exactement le même résultat que tout à l'heure. Mais l'avantage, c'est que philosophiquement, c'est quand même plus intéressant de nous dire, on a un masque qui définit l'attribution et la propagation d'un shader ou de l'autre, qui le mélange de manière dynamique basée sur cette texture, parce que là, je peux faire ce que je veux. Si j'ai envie de changer la couleur des points noirs, je peux très bien les mettre en rouge par exemple, comme ceci. Pareil pour le blanc. Si j'ai envie de dire, je veux du métallique, mais uniquement sur mes points, je peux changer ici mon métallique en l'augmentant, ça ne va pas du tout influencer cette valeur-là. Vous voyez que là, j'ai vraiment deux constructions de shaders et donc deux interprétations différentes. Donc là, j'ai deux shaders indépendants, je fais absolument ce que je veux. C'est un avantage, mais aussi un inconvénient. Pourquoi c'est un inconvénient? Hop là, je reset un petit peu tout ça. Parce qu'imaginons que là, hop là, je me mets comme ceci. Imaginons que là, je souhaite avoir la même valeur de roughness. Donc avoir quelque chose qui réfléchit de la lumière. Je vais le baisser, par exemple ici, je vais le mettre à 0 pour que ce soit flagrant. Mais là, effectivement, sur toute la partie blanche, ça renvoie la lumière. Par contre, mes points noirs ne le font pas. Ça peut être intéressant. En fait, ça rajoute le plus de possibilités, le plus de souplesse dans la construction du shader. Et si je souhaite avoir la même valeur, il y a quelque chose qui est assez simple. Il y a un node qui s'appelle value, qui permet d'avoir une valeur que je relie à la fois sur ma roughness de mon premier principal BSDF et de mon second.
Et là, j'ai exactement la même valeur. Et quand je change, ça va changer sur l'intégralité de mes shaders. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc on va pas mettre 0. On aurait envie de faire ça parce qu'on veut réfléchir au maximum. Mais si on regarde dans la vraie vie des assets qui sont très réfléchissants, comme le mug, on s'aperçoit qu'en fait, il y a des petites aspérités. On n'a pas un reflet miroir comme on a ici. Donc on évite les valeurs absolues. Je vais mettre 0,05. Ça change un tout petit peu l'apparence. Ça vient étaler un tout petit peu les reflets. Et là, je trouve qu'on est pas mal. Et je peux faire en CTRL-S. Quel est également le gros avantage d'avoir un setup nodal de la sorte? Bon, déjà, tout est dynamique, tout est procédural. Donc si je change ça, vous voyez, en temps réel, ça va s'ajuster. Si je veux changer une couleur, bah, c'est pareil. Même philosophie, un node, une fonctionnalité. Ça, c'est tout ce qui est shader des points noirs. Ça, c'est tout ce qui est shader du blanc. Donc je peux tout changer. Je peux le mettre en rouge. Si par exemple, je veux faire un mug du Stade Toulousain, par exemple, je peux changer ce que je souhaite. Si je veux rajouter, je sais pas moi, un petit peu de métallique, voilà, tac, je peux le mettre ici. Et ça ne va pas influencer le reste. Donc là, on vient un petit peu décomposer le shader de la sorte. Ce qui va nous arranger également, c'est que là, j'aimerais bien que la partie supérieure de mon asset, ce soit exactement le même shader que ça. Le même noir avec la même réflexion, la même interprétation de shading que j'ai sur le reste de mon asset. Donc globalement, projeter le shader que j'ai là sur chaque point noir au-dessus. Alors je vais passer en mode édition pour assigner les faces du dessus sur le shader Material Up. Donc je passe en mode édition. Je vais sélectionner avec Alt les arêtes du dessus. Je vais faire CTRL plus pour expand, donc pour étaler ma sélection. Et là je vais faire Assign. Vous voyez que par défaut il se passe ceci. Donc il m'a bien changé le shader, il m'a mis le shader de base juste là. Ce qui va m'arranger, c'est que si je vais ici sur le Material Outside, je vais tout sélectionner. Je vais faire un CTRL C pour copier. Je vais aller sur le Up, je sélectionne tout, je supprime, je fais CTRL V. En désactivant le lien du surface pour n'avoir aucune entrée de shader, je peux vérifier que ma sélection soit bonne. Parfait, c'est exactement ce que je veux en termes de sélection de shader sur la face. Et là, je peux supprimer mon masque, je peux supprimer mon mix shader, je peux supprimer ce Principal BSDF là, donc le blanc parce que je veux le shader noir, et je peux le relier juste ici et le mettre sur la surface. Et là, j'ai bien quelque chose qui correspond à 100%. Quel est l'inconvénient? Normalement, si vous avez suivi et compris un petit peu ce qui se passe, vous voyez l'inconvénient. L'inconvénient, c'est que là, si je veux changer en fait ma couleur secondaire, hein, donc ce noir à 100% qui va vraiment absorber, je veux par exemple du gris, je veux augmenter la valeur ici, mais ça va changer que sur ce shader-là. Là aussi, avantage, inconvénient. Avantage, c'est que je la main surtout de manière individuelle. Inconvénient, c'est que je perds en dynamique. Donc, pour pallier à ça, j'aurais pu créer des groupes de shaders, j'aurais pu créer éventuellement un color input, hop là, que je viens instancier ou copier-coller sur mes shaders, comme ça je suis sûr à chaque fois d'avoir le même, un petit peu comme le value. Bon, plusieurs possibilités, c'est le petit inconvénient, mais sinon pour le reste ça marche très bien. Donc je vais retourner sur mon outside, je vais sélectionner tout ça, refaire en CTRL-C, et pour la partie intérieure, c'est exactement l'inverse. Donc je vais passer en mode édition, je vais sélectionner la face du dessous, je vais faire des CTRL+, jusqu'à arriver, hop là, jusqu'ici, inside, assign, il manque une face, assign, voilà, tac. Je vais supprimer tout ça, je vais faire un CTRL V. Donc là, vous remarquez pareil, en désactivant le lien, que j'ai bien l'assignation de shader qui est correcte. Sauf que cette fois-ci, au lieu de supprimer la partie blanche de mon shader, je vais supprimer la partie noire pour ne conserver que la partie blanche. Et vous allez voir que je vais obtenir un résultat qui est nickel. Tac, comme ceci. Et donc là, je suis sûr d'avoir le même shader entre l'intérieur et l'extérieur. Donc là aussi, hein, j'aurais pu créer un groupe sur lequel je viens mettre un facteur par exemple de 0,1 pour faire différents mélanges et obtenir avec un seul shader tout ce résultat. Mais là j'ai quelque chose qui est semi-dynamique et le gros avantage c'est que j'ai la main sur tout. Je trouve que quand on apprend, c'est quand même mieux de se dire j'ai un shader pour chaque partie d'objet, chaque shader a vraiment son utilité et au sein même du shader, chaque node a une feature bien spécifique. Ça, cette philosophie-là, vous pouvez la conserver quand vous faites tous les systèmes de nodal dans n'importe quel logiciel. Quand on fera du géométrie node, j'essaierai de vous l'apprendre de telle manière aussi. Le petit inconvénient, c'est que ça rajoute plusieurs nodes. Certains vont préférer un petit peu factoriser les valeurs, enfin les fonctionnalités pour dire à partir d'un node, je fais 10 sorties différentes qui vont avoir des fonctions différentes. De mon côté, pour l'apprentissage, pour que ce soit plus intuitif, je préfère avoir 10 nodes avec à chaque fois un truc très spécifique parce que l'avantage, c'est que changer la valeur, si vous avez un node qui fait 10 sorties utilisées, si vous changez la valeur de ce node, ça a de l'impact sur les 10 sorties. Alors que si vous avez tous les nodes de manière différente, chaque node va vraiment modifier la fonctionnalité appropriée.
Donc voilà, on a fini la partie procédurale de shading. La prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est la projection d'une texture. Vous allez voir qu'on va faire des UV très rapides, parce que je veux vraiment le projeter ici. Alors c'est des deux côtés. Donc on verra comment on gère ça. Est-ce qu'on fait deux trucs différents? Bon, j'ai pas encore réfléchi, là aussi il y a plusieurs approches. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses. N'oubliez pas que comme en modélisation, quand on fait du shading, on a plein de méthodes différentes pour obtenir le même résultat. Là, si vous avez compris, vous pouvez vous amuser à changer des trucs. Si par exemple dessous, au final, vous voulez quelque chose qui a le matériel, voilà, hop là, je vais faire un petit peu le stack. Le matériel comme ceci, vous pouvez le mettre blanc si vous le souhaitez. Bon, moi je veux exactement le même que sur le reste de l'asset, comme dans la vraie vie, c'est à peu près ce qu'on a. Donc pourquoi pas. Il y a un numéro de série dessous. Bon, on n'est peut-être pas là, on va pas rajouter un numéro de série, mais vous pouvez vous amuser à le faire. Et n'hésitez pas à rajouter ça sur le Discord. Et si vous voulez, vous envoyez un petit message quand je suis en direct sur Twitch. Le lien est juste ici. Et je vous donnerai mon avis en direct. Le but, c'est de faire une petite scène un petit peu plus complexe. Donc là, on fait un mug. Peut-être qu'on fera ensuite des serviettes. Donc on verra le sculpte de Klaus, une table en bois, des cuillères, un petit dessous de tasse ou autre. Et petit à petit, on va auto-alimenter ça. Comme ça, on fera le rendu. Et on pourra introduire vraiment au compositing avec un exemple concret. Ce sera quand même beaucoup plus intéressant, je trouve. J'espère que cette vidéo vous a appris des choses, que ça vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire, à laisser un petit pouce si jamais ça vous intéresse. J'ai jamais dit ça dans aucune vidéo. Voilà, je sais pas ce qui m'a pris. Pourquoi pas, comme ça montre que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine.